Comme la semaine dernière que je vous avais mentionné, on avait un épisode divisé en deux pour Patrick Scalabrini. Eh bien, voici la deuxième partie de ce balado avec Patrick Scalabrini. Et les ligues mineures, tu sais, ce que les gens peuvent réussir à comprendre, c'est que c'est pas évident parce qu'il y a il y a pas seulement des Québécois ou des Américains, il y a des gens de partout à travers le monde qui font leur place dans une équipe et qui tentent de, tout en jouant en équipe, c'est spécial à dire, vont devoir jouer individuellement pour réussir à faire leur chemin et se diriger vers les ligues majeures. Toi, tu t'es rendu jusqu'à quel niveau, à quel point tu as frôlé les ligues majeures avec les Orioles? Ben, j'ai réalisé au fil du temps que j'ai pas du tout frôlé les ligues majeures. J'étais encore très loin. Je me suis rendu dans le A-Fort. Il y a quand même à ce moment-là 3 niveaux de recrues avec en République et tout ça. Après ça, il y a 3 niveaux de ben, 3 niveaux de recrues, 2 ou 3 niveaux de A, dépendamment de comment tu le vois. Là. Le A faible, A moyen, A fort, 2A, 3 majeurs. Fait que, tu sais, je me suis quand même rendu à fort. C'est assez élevé quand même. Oui. Puis, tu sais, honnêtement, je suis très, très zen et très, très fier de ce que j'ai accompli. Je pense que avec le talent que j'avais, je me suis rendu au plus haut niveau que j'aurais pu. Tu sais, j'ai tellement travaillé fort toute ma vie pour me rendre là. Je me suis amélioré énormément. Je pense que mon approche, j'ai toujours été un étudiant de la game, si on veut. Donc, pour me rendre là, il a fallu vraiment que j'étudie les lanceurs, les patterns, moi-même, que je revois mon élan après, constamment, puis tout remettre en question positivement là, dans le but de m'améliorer. Donc, à un moment donné, je me suis rendu dans l'effort, j'ai comme, encore une fois, je l'ai dit tantôt, mais là, j'ai pogné mon vrai Waterloo. Là. Je me suis entraîné avec des gars, je voyais des gars tous les jours beaucoup plus talentueux que moi, qui, eux, s'en allaient dans la bonne direction, que moi, je voyais bien que je me séparerais pas au niveau talent, là, je ne dépasserais pas ces gars-là nécessairement. Mon, mon, mon exemple que je donne toujours, c'est Nick Markakis, qui a joué 20 ans dans la Ligue majeure, peut-être, ou 15 ans dans la Ligue majeure, puis a un très gros impact. C'était le choix de première ronde des Orioles à ce moment-là. Puis Nick, on était dans le même groupe de pratico-bâton. Fait qu'on frappait dans le même groupe à tous les jours. Donc, je l'ai eu dans la face toute l'année. Puis Mark Hickey, c'est un gars extrêmement talentueux. Puis dans les ligues majeures, c'était pas un gars qui frappait 40 circuits par année. Il en frappait une quinzaine, mais il frappait beaucoup de doubles. C'est un athlète silencieux. Mais à tous les jours, quand on frappait, Nick, il me rappelait juste par ses actions que je n'étais pas assez bon. Là. Que je me rendrais probablement pas. Tu vois, un gars comme ça, pour qui c'est si naturel, pour qui euh, c'est ça. Pour qui sans dire que c'est facile parce qu'il travaillait fort, mais c'était tellement plus naturel, puis ça lui venait plus facilement que là, en force de voir des Mark Kiss puis du monde comme ça, j'ai comme compris aucune amertume là, que bon, j'ai beau travailler fort, je pense que moi être les dirigeants des Orioles, je montrais pas Pat Scalabrini non plus dans le 2A, peut-être que je montrais plus des Mark Kiss puis des comme ça. T'sais. Et à travers ton cheminement dans les ligues mineures, tu parlais d'un joueur qui t'a marqué comme Nick qui était ici, qui avec juste ses actions te démontrait un peu la hauteur de compétition que tu devais atteindre si tu souhaitais peut-être un jour se rendre plus loin. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs que tu as croisés qui t'ont marqué et tu te dis j'ai eu la chance de frôler le même terrain que ce joueur-là? Bien, c'est une bonne question. On me le demande souvent, mais étonnamment, pas tant que ça. Dans les mineurs, les gars, ils montent, surtout les superstars, là, ils montent tellement rapidement que soit ils restent pas longtemps dans les mineurs ou sont dans les niveaux peut-être supérieurs. Fait que, cette année-là, on a gagné le championnat là, à Frederick, là, dans le A-Fort des Orioles. Là, on avait une super équipe. Là. Adam Lowen, il était là au début de sa carrière avec un choix de première ronde canadien. Jim Johnson, qui était mon coloc, avec les nipples percés. Ça a été le closer des ligues majeures pendant longtemps. Fait que, il y avait, dans mon équipe même, il y avait des super vedettes qui sont rendues à la Ligue majeure. Mais sinon, honnêtement, à part, j'ai mentionné Pujols, j'ai mentionné Lackey, mais des gars contre qui j'ai joué fréquemment, j'en ai pas vraiment. Et moi, je trouve ça toujours fun de poser la question aux gens qui ont touché aux ligues mineures parce que on a des Québécois présentement qui sont dans les ligues mineures. Il y en a un que tu connais très bien, qui a joué pour toi l'été passé, Miguel Cienfuegos, qui, avec ses performances avec les Capitals, avec l'équipe des l'Adelia Giants d'Australie, qui a eu la chance de démontrer qu'il avait le potentiel pour entrer dans une équipe professionnelle. Quel conseil tu donnerais à ces joueurs-là qui sont présentement dans une organisation professionnelle
des ligues majeures qui souhaitent potentiellement faire le cheminement, quel conseil tu leur donnerais pour les aider à rester focus avec l'idée et l'objectif qu'ils ont de se rendre potentiellement dans les ligues majeures? Honnêtement, c'est pas quelque chose de gros, mais je l'ai dit souvent aux quelques jeunes de notre programme sport-études, mettons, qui font le saut au niveau professionnel. C'est vraiment juste ça fait cliché, là, pas de vivre le moment présent, là, mais de s'occuper de ce que tu peux contrôler. Parce qu'on fait tous la même erreur, on arrive là, on se compare avec. Moi, je joue au troisième but. Fait que je suis arrivé dans le fort. Je regardais après chaque match, je regardais le gars du A faible, qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui, le gars du 2A, qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui, on se compare. Puis tu te mets cette pression inutile-là de te comparer à tout le monde, puis de regarder partout pour voir, je vais-tu monter, oh, je vais-tu avoir une chance, etc., etc. Euh, il y a tellement de choses qu'on ne peut pas contrôler. Puis aussi le fait de se soucier de. Oui, il y a de la politique, oui, il y a plein d'affaires. Mais en bout de ligne, si tu performes, si tu es bon, si tu fais ton travail, tu vas monter. C'est pas des imbéciles, ces gens-là. C'est certain qu'à résultat égal, talent égal, ils vont tout potentiellement favoriser la personne de leur organisation, par exemple, ou la personne dans laquelle ils ont investi plus d'argent, tout ça. Ça, c'est le côté business. Mais moi, je suis arrivé là, puis je sais qu'il y a plusieurs athlètes qui font la même erreur, qui se présentent là, qui se soucient de tout l'alentour, plutôt que de simplement vivre le moment présent, avoir du fun, s'amuser, performer à la hauteur de leur potentiel à eux. Puis on a des bonnes choses. Fait que je l'ai compris plus tard. Puis le baseball, là, c'est un sport, c'est pas du plaisir. Là. Fait que, quand mes grosses années, je les ai eues au baseball indépendant souvent parce que j'ai finalement recompris ça, qu'il en reste peut-être pas beaucoup. Puis c'est donc le fun de jouer au baseball quand on se questionne pas trop, puis quand on se soucie pas du monde entier, puis tous les problèmes de l'humanité. Là. Donc, avoir à refaire, je le ferais très différemment, surtout ma première expérience au camp. Au camp d'entraînement, il y a 200 athlètes là. C'est-à-dire que si tu te mets à regarder partout, puis les autres, puis qui est bon, qui est pas bon, ils vont-tu te garder, ils vont pas te garder, plutôt que garder ces énergies-là, à te concentrer sur ce que tu peux faire, ce que tu peux garder l'énergie positive à approcher un match, à approcher une saison d'une bonne manière, plutôt que de se soucier de choses que tu ne peux pas contrôler. Et avant de se diriger vers un aspect que moi, je suis toujours curieux à savoir, parce que comme je disais en début de balado, tu as été joueur, tu as été entraîneur-joueur et maintenant tu es entraîneur avec le Capital. Il y a un petit segment que tu as réussi à aider certaines personnes à travers ta carrière. Cette année, ça fait 10 ans que le sport-études du Triolet des Harfins est démarré. Et moi, je me suis toujours posé la question, c'était quoi l'importance de venir donner un coup de main à ceux qui ne le savent pas, c'est mon père Steve Langlois qui a le sport-études, qui gère le sport-études des Harfans du Triolet à Sherbrooke. Et Pat est venu donner un coup de main à mon père pour partir ce sport-études-là. Parce que je me souviens, dans les premières années, on te voyait régulièrement venir donner un coup de main. Pour toi, c'était quoi l'importance de venir donner un coup de main à ce sport-études-là et l'aider à débuter? Bien, il y a plusieurs volets là-dedans. C'est intéressant que tu mentionnes ça. À la base, j'étais un fan de baseball, à la base. Puis, je veux, puis je care vraiment à ce que le baseball au Québec s'améliore, puis qu'on ait des meilleures infrastructures, puis que il y ait plus de kids qui jouent, puis qu'il y ait plus de personnes qui triplent là-dessus. Développer cette passion-là à l'échelle provinciale, mettons. C'est très important pour moi parce que ça m'a tellement fait vivre des moments merveilleux, ça m'a fait grandir, ça m'a amené où je suis aujourd'hui, puis ça l'a fait de la personne que je suis devenu en grande partie. Fait à la base, il y a beaucoup de ça. Encore aujourd'hui à Québec, tout ce qu'on peut faire au niveau social pour faire développer des passions, faire grandir le sport et tout ça, c'est super important pour moi. Je viens de l'Estrie, je viens de Waterville, mais j'ai joué mon baseball à Sherbrooke, mes amis sont là, mes amis avec qui j'ai joué junior élite sont là. Donc, je regarde le senior, je regarde midget 3, je veux que Sherbrooke fasse bien, même si je suis à Québec depuis toujours, même si je coach l'équipe de Québec, même si tout ça. Donc, au moment où Steve m'a approché, le timing était incroyable parce que j'étais un peu triste du fait que le baseball à Sherbrooke était en pente descendante. Là. Ça allait bien, ça allait pas bien du tout depuis quelques années. Autant on était très fort mes années, surtout les années me précédant, dans le junior élite à tout le moins à Sherbrooke, autant c'était
pas dire gênant, mais triste le tournant que ça avait pris. Il n'y avait même plus d'équipe dans le junior, puis les dernières années, ça a été pathétique au niveau des résultats. Il fallait faire quelque chose, puis je me sentais un petit peu impuissant, étant loin, puis ne sachant pas comment m'y prendre. Donc, lorsque Steve m'a rencontré, ben, en partant juste de voir sa passion, puis son désir de refaire lever ça, puis de faire grandir le baseball en Estrie, ça m'a interpellé énormément. Donc, absolument, sans poser de questions, je voulais pouvoir faire partie de ce projet-là, puis essayer d'aider à rebâtir un petit peu les structures du baseball en Estrie. Et ça fait drôle parce que j'ai eu la chance, en fait, de parler avec Steve ce matin, là, parce que naturellement, moi, je suis à Jonquière et lui est à Sherbrooke. Donc, les fois où qu'on se jase un petit peu, c'est par texto. Puis là, j'ai posé une couple de questions, justement, appréhendant le fait qu'on allait discuter ensemble. Et ce qui m'a mentionné, après avoir confirmé vraiment que tu étais venu donner un coup de main avec le sport-études à Sherbrooke, il disait que Québec était une référence pour lui quand il a débuté le sport-études pour s'inspirer puis bien partir le sport-études. Et il utilisait beaucoup comme modèle pour vraiment avoir un sport-études qui fonctionnait bien et qui se dirigeait dans la bonne direction. Puis, je me demandais, après, tu as sûrement vu un peu l'évolution du sport-études de Sherbrooke dans les dernières années. On est rendu à la 10e année. Il y a plusieurs joueurs qui ont passé à travers plusieurs niveaux, qui ont passé par Sherbrooke. Comment, toi, tu as perçu l'évolution des 10 dernières années de ce sport-études-là, si tu as eu la chance de le voir un peu évoluer à travers les années? Bien, ce qui est le fun, c'est que tu ne peux pas identifier exactement l'impact que ça a, outre regarder un petit peu le développement du baseball en général. C'est là, soudainement, on passe. Encore là, c'est plate à dire, mais les années avant que ça parte, ben, on riait un peu de moi ici à Québec parce que j'avais joué, parce que je venais de Sherbrooke, parce qu'on comparait, on regardait tout le temps les résultats des équipes de l'Estrie, des équipes de Sherbrooke pendant ces années creuses. Là, juste 10 ans après, en ayant instauré tout ça, en ayant changé un petit peu la façon de faire, mais là, soudainement, on peut juste suivre les classements, suivre le développement de ce monde-là. Puis chaque équipe de Sherbrooke, soudainement, est remontée vraiment à l'échelle provinciale. Puis là, moi, j'ai cette fierté-là. C'est sûr que soudainement, ça donne que j'en connais quelques-uns. On parlait de mon chum Martin Tanguay tantôt, qu'il y a 2 de ses enfants qui jouent de l'élite en Estrie, qui font ces tournois-là, puis qui font partie de ces équipes élites-là. Ben, c'est vraiment trippant à suivre à distance, puis de voir comment on a, en si peu de temps quand même, changé la structure, puis grandement amélioré le baseball de tous les âges en Estrie. Il faut comment ça peut aller vite quand même. Ça démontre le gros travail qui a été fait, puis le gros changement dans la structure. Mais il faut vraiment lever notre chapeau à Steve et à tous ceux alentour de lui qui ont aidé à rebâtir un petit peu tout ça. Et en revenant un peu avec le sujet des capitales qui vont un peu se croiser avec les sports-études, vous avez le sport-études des Canadiens qui pratique dans le dôme qui est instauré depuis maintenant entre 5 à 3 ans. Je n'ai pas la date exacte, mais ça fait quelques années qu'on a un dôme accessible sur le terrain des capitales. Le fait d'avoir accès à un terrain de cette hauteur-là, cette grandeur-là pour faire pratiquer un sport-études, quel impact ça a eu sur ce sport-études-là? Ça a eu un impact immense. Par contre, il ne faut pas enlever le crédit à Jean-Philippe Roy puis ce qu'il a fait avant. On avait quand même une belle structure avant tout ça. Là, je dis j'ai travaillé, j'ai coaché au sport-études plusieurs années, mais j'ai aucun crédit là-dedans. Là, c'est le bébé à JP et le monde de qui il s'est entouré. Mais on est parti de rien dans des gymnases, des endroits par-ci, par-là. On s'est entraîné dans un centre bovin qui sentait la vache pendant des années sur un vieux synthétique du stade olympique et tout ça, pour finalement arriver à où on en est aujourd'hui. Mais le sport-études avait levé et était déjà de très bonne qualité pendant des années avant d'avoir le dôme. Ça a été un petit peu le point culminant, puis le gros bonbon à tout le monde qui nous a fait comprendre de ce que ça pouvait être puis où on pouvait aller. Donc là, soudainement, là, c'est quasiment les ligues majeures. Là, on s'entraîne sur un terrain professionnel à tous les jours. Les kids peuvent jouer des matchs à l'intérieur du dôme tout l'hiver. Il y a au-dessus de 250 personnes, je pense, qui sont au sport-études maintenant.
Donc, là, on voit, c'est facile d'en parler aujourd'hui. On voit Édouard Julien qui en parle, qui est le premier issu de notre programme dans les ligues majeures en ce moment, là, qu'on suit à tous les jours avec beaucoup d'excitation. C'est ça. Donc, de voir ces gars-là pro venir l'hiver s'entraîner dans le dôme, pogner des roulants sur le synthétique, ça démontre ça nous fait réaliser la chance qu'on a, pareil, là, d'avoir ce site d'entraînement-là ici. Puis en même temps, on le mérite, matin. Au Québec, on a quasiment rien pour le baseball, puis on grandit d'année en année. C'est le temps. Là. On peut en avoir, nous autres aussi, des infrastructures, des centres d'entraînement pour favoriser l'évolution de nos jeunes dans cette direction-là. C'est pas. Ça va ensemble. Là, on a de plus en plus de joueurs je pense que Québec fait ses preuves à chaque année à tous les niveaux, qu'on est pas mal dans l'élite de la province. On commence à avoir des joueurs pros, beaucoup de gars qui s'en vont collégiaux et tout ça. C'est pas le dôme, le synthétique n'est pas étranger à ça non plus. Là. C'est un paquet de choses, mais c'est évident que ça l'aide grandement. Mais je trouve ça cool de savoir que Édouard revient quand même ici à Québec pour s'entraîner l'hiver, ce qui veut dire qu'on est capable de faire grossir un produit du Québec ici, au lieu de devoir l'envoyer à quelque part pour être capable de dire il va s'entraîner. Et oui, il vient du Québec, mais il n'est pas capable de s'entraîner au Québec pour repartir jouer rendu à l'été. Je trouve ça cool de savoir que il revient à la maison, il revient s'entraîner, puis on a les infrastructures pour l'aider à faire ça et à continuer à garder sa forme physique pour retourner puis se diriger plus loin dans son parcours. C'est toujours le fun là, à savoir qu'il y a cette possibilité-là pour les joueurs qui jouent ici au Québec. Et là, en se dirigeant vers le Capitaine, je ne voulais pas te couper, tu veux-tu dire un petit quelque chose? Non, mais c'est drôle que tu le mentionnes là parce qu'il y a un article qui vient d'avoir été écrit justement là-dessus que Édouard devait rassurer le DG des Twins à la fin de la saison morte, à savoir comment il va faire pour travailler sur sa défensive. Fait il était un peu sceptique sur comment il allait pouvoir faire ça au Québec pendant l'hiver. Édouard lui a montré des vidéos de lui qui attrape des roulants puis de comment ça se passe dans le dôme à l'hiver. Puis pour avoir le saut d'approbation de l'organisation de pouvoir revenir puis de faire ça, parce qu'évidemment, avec la saison qu'il a connue, surtout l'an dernier, les Twins voulaient qu'il s'améliore encore énormément, surtout qu'il travaille sur sa défensive. Donc, c'était quelque chose qui devait leur prouver qu'il était dans un endroit propice à s'améliorer. C'est toujours une belle petite tape dans le dos à dire que l'organisation des Twins fait « Ah, OK, vous avez les bonnes installations, c'est beau, vas-y. Ouais. » C'est toujours le fun, ça fait comme un petit baume, un petit « Ah, OK, c'est cool. » Et en revenant au Capital au Québec, parce que tu as eu un parcours avec eux qui continue encore aujourd'hui. Comme je disais en début de parcours, tu as été un joueur, tu as été un entraîneur-joueur et maintenant tu es entraîneur. Comment ces possibilités-là se sont présentées à toi pour être entraîneur-joueur et maintenant entraîneur des Capitals? J'ai été extrêmement chanceux. J'ai question de chance et d'opportunité de contact, je pense, dans la vie. Après mon expérience ou mon pas d'expérience avec les Cubs, je suis parti rouler ma bosse un petit peu. Fait que je suis allé jouer dans différentes ligues, différents pays même. Fait que j'étais déjà à Winnipeg une couple d'années. C'est là que j'ai re-signé avec les Orioles. J'ai roulé ma bosse avec les Orioles. Quand ça a terminé mon expérience avec eux, j'étais allé passer un hiver en Australie. Ensuite, j'ai joué à Saint-Paul pour les Saints de Saint-Paul une année. On a eu un voyage aussi au Japon. J'allais faire une tournée de baseball au Japon. Donc, j'avais roulé ma bosse beaucoup. J'ai joué avec l'équipe nationale un petit peu, une coupe du monde à Cuba, entre autres, et tout ça. Donc, ça pour dire que j'ai un petit peu garni mon CV, mais surtout ma banque d'expérience personnelle. Fait que quand Michel Laplante, qui est pas mal qui est un de évidemment mes mentors ici à Québec depuis toujours, quand Michel m'a rapatrié, si on veut, ben quand je suis arrivé à Québec, je n'étais pas le même petit kid, je pense, qui avait commencé sa carrière en 2001. Fait que, là, j'avais acquis énormément d'expérience. Je pense qu'il a réalisé rapidement que j'étais un gars qui prenait du leadership dans la chambre des joueurs, puis que j'étais capable de jaser un petit peu avec le monde, puis d'essayer de non seulement de grandir en équipe, mais d'aider les plus jeunes, puis de grandir là-dedans dans ce sens-là. Puis je pense qu'il a reconnu ce leadership-là, puis il l'a apprécié. Donc, à mon retour, ma carrière acheverait aussi un petit peu. Là, mes performances étaient un petit peu descendantes aussi, contrairement à mes grosses années. Je n'étais pas vieux, là, c'est début trentaine. Mais en tout cas, bref, l'année suivante, Michel m'a offert de faire les deux, d'être entraîneur des frappeurs
et aussi de continuer à jouer, chose que j'ai faite pendant 2 ans. Et puis, après la saison 2009, Michel, tout bonnement, m'appelle dans la saison morte pour m'offrir le travail de coach en chef parce que lui, ça ne s'attendait plus. C'était temps pour lui de passer à autre chose. Bien honnêtement, je n'étais pas prêt tout à faire ça. Je n'avais même pas réfléchi à ce que je ferais lorsque je me rendais là. Je pensais que ça allait être qu'un relais de vieux. Là. Mais c'est ça. Fait que, sachant très bien que c'est le genre d'opportunité qui ne se repointe probablement pas 2 fois dans une vie, je l'ai accepté sans regret. Et puis, ça a été le début d'une expérience que je n'avais pas imaginée si rapide, si jeune, dès 2010. C'est quand même, de 2010 à maintenant, on est rendu à 13 ans en poste comme entraîneur-chef. Mais à ce moment-là, quand il t'a appelé à la saison morte pour te demander tu veux-tu être entraîneur-chef des Capitals, quelle expérience de coaching tu avais? Je comprends pas ta... J'en avais pas. J'en avais à peu près pas. C'est pas vrai. Écoute, je coachais des cliniques, je coachais des cours privés, ces choses-là, mais tu sais, j'avais à peu près jamais coaché. Là. Fait que c'était de là ma petite crainte de je suis capable de faire ça, est-ce que je suis préparé à ça? Ça faisait 10 ans que je jouais au niveau professionnel, pareil. Fait que, je commençais à avoir du vécu pas pire, puis d'avoir vu des styles d'entraîneurs différents, puis comment on fait ça et tout ça. Donc, je pense qu'au niveau baseball, l'idée de revivre une année de baseball professionnel, ça ne m'effrayait pas, mais soudainement d'être en charge de bâtir l'équipe, de tout ça, même les règlements. Aujourd'hui, je ne les connais pas encore sur le bout de mes doigts, imagine à ce moment-là. Mais écoute, encore une fois, je n'ai jamais eu peur des défis. C'était une idée très intéressante. Je fonçais dans le tas sans trop me poser de questions, là. Mais je n'étais évidemment pas prêt du tout à ce moment-là. Mais bon. Et vous avez gagné avec les Capitals plusieurs championnats à travers les années. Comment a été ton premier championnat à titre de coach, de l'avoir remporté, puis de dire, comme tu l'expliques là, tu n'as pas nécessairement plusieurs années d'expérience comme coach, et là, tu as la chance de remporter ton premier championnat. Tu pourras m'éclaircir à savoir c'est combien d'années après l'année 2010 que ça s'est produit, mais comment ça a été gagner son premier championnat avec les Capitals de Québec? Mais ces années-là, on avait gagné 5 championnats d'affilée. Je ne sais pas si c'est bon, il faudrait que je check. Je pense que c'est pas pire. Mais en 2009, on avait gagné quand c'était Michel. Et puis en 2010, en arrivant ma première année, c'est ça. On a gagné le championnat, mais ce qui a enlevé un petit peu de pression, c'est le fait que le noyau de 2009 était de retour. Les leaders, les joueurs qui ont été très importants en 2009 de l'équipe assemblée par Michel étaient pas mal de retour. Fait que j'avais des chums, des guerriers avec qui j'étais allé au combat l'année précédente comme joueur. Puis c'était l'année d'Éric Gagné, c'était l'année de Pierre-Luc Laforêt et tout ça en 2009. Donc, c'était une immense année pour nous. Ça a été incroyable. Donc, c'était tous des gars, Carl Gélina, évidemment, des gars qui me respectaient beaucoup, je pense, que moi, je respectais énormément. Donc, de recommencer ça, là, soudainement, je suis entraîneur, je ne joue plus, mais c'est des chums. Puis moi, je ne suis pas Lloyd Simmons comme coach, je suis Michel Laplante, dans le sens où je suis beaucoup plus friendly, chumé, proche des joueurs que, mettons, Lloyd Simmons. Fait que c'était plus facile, je pense, d'arriver avec ce style-là, étant donné le fait que je venais de jouer avec ces gars-là, que c'était plus des amis que des employés, si on veut. Là. Donc, c'est ça. C'était un ajustement à ce niveau-là. Mais puisque j'ai eu des leaders comme ça avec qui j'avais joué, qui me respectaient, ils m'ont grandement aidé. On a comme un peu pris l'équipe ensemble, puis tu sais, coacher ça tout le monde ensemble. C'est ce qui a fait que ça a été plus facile, je pense, de gagner le respect de tout le monde, puis de travailler tout le monde dans cette direction-là. Je pense que je n'étais pas un parfait inconnu. Mais pour répondre à la question de tout à l'heure, dans le fond, de ce que j'ai trouvé ici, le premier championnat que les Capitals ont gagné dans la Ligue Canam est en 2006. Par la suite, en 2009 jusqu'à 2013, vous avez gagné le championnat de la Canam à chaque année pour après ça regagner en 2017 et en 2022 avec la Ligue Frontier l'année passée. Donc, c'est quand même 5 années là, de championnat, un en tant que joueur et le restant en tant qu'entraîneur.
Tu mentionnais que tu as eu que Éric Gagné, en 2009, jouait avec le Capital. Tu pourras m'éclaircir à ce moment-là, parce que justement, dans la biographie que j'ai eu la chance de lire, c'était comme un passage entre sa carrière qui allait moins bien dans le sens que que ça allait pas dans le sens qu'il souhaitait. Il est venu jouer à Québec et ça a été comme pas mal vers la fin de sa carrière. Peux-tu juste nous dire un peu juste à quel moment ça s'est produit tout ça, là, parce que moi, je suis un petit peu mélangé dans ces informations-là. Oui, mais effectivement, Eric en parle un petit peu dans son livre, mais euh, il est arrivé un petit peu sur le tard. Fait que, Eric, c'était à partir du moment où ça allait plus mal dans sa carrière. Il avait été libéré, puis il n'avait pas eu de plaisir du tout là, vers la fin de sa carrière avec les Red Sox, même avec les Brewers, ça avait moins bien été. Puis on ne s'attendait pas du tout à ce qu'Éric Gagné nous contacte pour venir jouer à Québec. Éric Gagné, c'est Cy Young, c'est le meilleur joueur potentiellement de l'histoire du Québec. Mais le moment où il a appelé Michel, parce que pour démontrer son intérêt à venir à Québec, on était très sceptiques à ce qu'il le fasse pour vrai, mais il voulait vraiment venir pour les bonnes raisons. Puis on a eu une année incroyable avec lui, avec tout le monde, mais on a appris à le connaître un petit peu plus. Puis il est vraiment venu pour les bonnes raisons. Il y avait le rapport Mitchell, je pense qu'il voulait faire la paix un peu avec lui, avec le baseball. Il voulait revenir pour démontrer aux gens, je pense, qu'il fait ça pour les bonnes raisons. Il voulait se faire prouver à lui-même qu'il était encore capable, ou il voulait revenir à tout le moins là, près de chez lui, puis peut-être lancer devant son monde et tout ça. Il faudrait lui demander là, les raisons pourquoi il est venu et tout ça, mais c'était toute une histoire. Quand il est arrivé là, on pensait que c'était encore là, du grand Michel Laplante qui fait croire n'importe quoi à tout le monde. Mais finalement, quand il s'est pointé, Éric, il a tranquillement refait sa place. Puis il fallait qu'il réapprenne à lancer parce que son corps ne suivait pas tant que ça. Puis il voulait essayer de redevenir partant pour permettre à son bras et à son corps de le faire. Fait que ça a été une grosse job pour lui parce que c'était pas si facile. Puis le baseball indépendant, si tu arrives un peu de reculons en pensant que ça va être facile, tu vas manger une volée. Là. Pas pour dire que c'est ce qu'il croyait, mais ça a été beaucoup plus difficile qu'il le croyait, je suis certain, au début. Il y a eu des résultats assez mitigés tôt dans la saison. Puis tranquillement, pas vite, il s'est replacé. Puis lui a fait un peu la paix avec lui-même, puis avec tout ça. Puis il y a eu un support incroyable des partisans. Là, je pense qu'il en parle dans son livre, mais d'avoir les gens derrière lui, puis de sentir de l'amour des gens plutôt que un peu le mépris des dernières années de certaines villes. Je pense que ça lui a fait un grand bien. Puis nous, il a aidé ses coéquipiers. Il a été trippant à voir comme coéquipier. C'est gagné. Là. On s'en allait aux États-Unis, on s'en allait au gym en équipe. Puis le gym arrête de bouger, arrête de tourner. Tout le monde surveille quand il voit Éric Gagné rentrer dans la place, surtout à ce moment-là. Fait que c'était cool. C'était hâte d'avoir cette célébrité-là, Game Over avec nous cette année-là. Fait qu'on a tous grandi ensemble. Puis soudainement, ça s'est mis à lever un peu Éric. Là, puis en fin de saison, il commençait à ressembler à l'ancien Éric Gagné. Puis il a lancé le gros match, pas décisif, mais le match qui nous a démontré qu'on allait gagner le championnat, là, parce que c'était un match complet. Je me rappelle, c'est un de mes beaux moments en carrière parce que c'était un de mes derniers matchs à moi comme joueur aussi, là, mais que lui, qui lance un match complet en série, qui est un peu le symbole de notre championnat, qui était le premier. On a gagné 5 d'affilée. Je blaguais tantôt quand je faisais semblant que je ne m'en rappelais pas. Je m'en rappelle très bien des championnats. Mais ça a été le symbole de cette année-là. Là, quand on est en avance en fin de ce match-là, Gagné revient pour un 9e manche. Il n'a pas fait ça de l'année une seule fois, même pas proche. Puis finalement, le stade est bien plein, ça fait du bruit, c'est terrible. Notre DJ met Welcome to the Jungle, qui était sa chanson pour closer, qui a toujours refusé de mettre parce qu'il ne closait pas, il était comme partant. Fait que, tout ça, là, moi je me rappelle, j'étais au premier but à ce moment-là. Puis moi, j'étais un athlète qui jouait très intense, très émotif, mais je ne prenais jamais le temps de prendre mon temps. Là, j'ai arrêté. D'habitude, tu lances des roulants tes avant-champs, tu réchauffes ton monde entre les manches. À ce moment-là, je me rappelle, je me suis croisé les bras, j'ai profité du moment présent. J'ai regardé dans les estrades, j'ai ressenti comment c'était un moment magique, un moment spécial à ce moment-là. Fait que c'est un des points que je me rappelle le plus dans ma carrière. Et à travers toutes les saisons de coach que tu as eu avec les Capitals, comme je disais tantôt, tu as eu plusieurs grands joueurs qui sont venus jouer pour toi.
quel joueur t'a le plus surpris que vous avez réussi à dire il va venir jouer pour les Capitals, puis je vais être son coach? C'est une bonne question. On n'a pas eu beaucoup de super vedettes qui sont venus terminer. On a des gars sont venus, qui ont relevé. On a des gars qui sont des relatifs inconnus, probablement pour toi, mais qui sont, mettons, Jordan Lennerton, par exemple. Jordan Lennerton est un des meilleurs joueurs de l'histoire des Capitals. Il a joué juste 2 ans avec nous, mais c'est un gars qui a joué dans le 3 plusieurs années. C'est un gros premier but de la Colombie-Britannique. Puis c'est le pro ultime. C'est un frappeur de puissance, un frappeur, il frappe pour la moyenne, c'est le leader de l'équipe incontesté, incontestable, un Gold Glove au premier but, vraiment respecté de tous. Il a été au cœur de ces championnats-là. Tellement de bonnes personnes. Puis c'est un gars, à ce moment-là, il sortait du 3. Là. Fait que le jour où j'ai été capable de signer Jordan Lennerton, on l'a célébré pas mal. Fait que ça en est un gros. Puis c'est un des 3-4 meilleurs joueurs de l'histoire des Capitals, c'est sûr, qui ont un plus gros impact. Fait que, Yurisbel Gracial, qui est un Cubain qu'on avait amené dans l'épopée cubaine là, au fil des ans. Mais Gracial, il est aussi un gars qui aurait pu se rendre dans la Ligue majeure potentiellement si ça n'avait pas été l'embargo et la situation avec les Cubains. Pardon. Puis Gracial est parti après une année magique avec nous, où on a gagné un championnat où il y avait des statistiques incroyables également. Mais lui est allé au Japon plusieurs années dans les ligues majeures au Japon, où il gagne des millions et tout ça. Fait que c'est des gars qu'on ne les réalise peut-être pas au moment présent, mais qu'on est extrêmement chanceux d'avoir parmi nous. Ouais. Et on parlait tantôt de Miguel Cienfuegos. Moi, je l'ai connu un petit peu de nom. C'est un lanceur que mon père a coaché à quelques moments. Je le connais un petit peu ici et là. Et ce que je me posais comme question, c'est quoi? Peux-tu nous parler du personnage de Miguel Cienfuegos? Parce que je les suis un peu sur les réseaux sociaux. Naturellement, je suis son évolution, tant quand il était en Australie avec Anthony Quirillon, quand il a joué l'année avec LP Pelletier, où on a eu Équipe Québec. Ça aussi, c'est un autre truc qu'on va sûrement discuter un petit peu tout à l'heure. Il semble être un grand lanceur, un grand qui lance fort, qui est présent sur le monticule. Peux-tu nous parler un peu, là, c'est quel type de joueur? Bien, Miguel Cienfuegos, si tu lui demandes à lui, il va te dire que c'est de loin le meilleur lanceur de l'histoire de l'humanité. En partant, c'est. Non, j'adore Miguel. Miguel peut tout faire. Sur un terrain de baseball, dans la vie, c'est un gars extrêmement attachant. Il s'est avéré extrêmement rassembleur dans la chambre. C'est un gars trilingue, il n'y a pas d'accent dans les 3 langues. Tout le monde aime Miguel. Puis il a cette belle confiance en lui, mais une confiance innocente. Il blague avec ça. C'est pas cocky déplaisant, c'est pas fraîchier, c'est une belle confiance en lui, contagieuse. Fait quand il est arrivé, en fait, j'allais dire avec les Capitals, mais avec l'équipe Québec, on ne savait pas trop à quoi s'attendre de Miguel. On entend des choses par-ci par-là. Il a de l'air un peu cocky. Fait que, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Il est arrivé, il a fait son boulot, il a travaillé super fort, il s'est amélioré énormément. Puis, on parle c'est pas qu'il lance si fort, c'est pas ça, mais c'est plus si vrai que ça. C'est rendu un gaucher qui atteint 95 000 à l'heure, qui sait ce qu'il fait, qui lance avec confiance, qui lance une tonne de prises, qui n'est pas arrêtable, que tout le monde apprécie, qui est un compétiteur hors pair. On a vu un kid arriver qu'on s'était fait dire qui était trop cocky, qui avait des petits points d'interrogation sur son caractère. Puis moi, j'ai découvert un homme extrêmement attachant que tout le monde apprécie, qui a fait, non seulement qui a fait sa place, mais qui a pété les portes pour pas qu'on l'empêche de vivre son rêve, puis il est en train de le vivre, puis c'est un des gars dont je suis le plus fier d'avoir allé, puis de partir juste il y a 2 ans à où ce qu'il est aujourd'hui, de voir ce qu'il a accompli, de voir ce qu'il devient, ce qu'il est devenu. Je peux pas voir c'est quoi la limite pour Miguel Cienfuegos. J'ai hâte de voir son année, mais c'est le genre de gars qui pourrait continuer à péter des portes, puis à faire ouvrir des yeux, puis à voir très, très hâte de voir où il va être dans 2 ans encore. Et à son moment, l'année passée, quand la saison est terminée, il a annoncé qu'il s'est dirigé en Australie pour aller jouer au baseball. Mais est-ce qu'à ce moment-là, l'organisation et toi, vous aviez une idée de où Miguel pouvait se rendre, ou vous avez appris juste qu'il se rend en Australie, techniquement, il revient l'été suivante et
on va le revoir avec les Capitals? Chaque personne est un peu particulier. C'est Miguel, après la saison qu'il venait de connaître, il n'y avait aucune chance qu'on le revoie avec les Capitals. Je le veux, je ne voulais pas le revoir avec les Capitals. Il avait tout prouvé ce qu'il avait à prouver. Tu as compris tout l'amour que j'ai pour Miguel Sanfuegos. Donc, pour lui, pour sa vie, pour sa carrière, il se devait absolument d'aller vivre la prochaine expérience. Ce qu'on a fait, c'est que on l'a mis en contact avec un agent de joueur que je connais très bien, que je respecte énormément, pour l'aider à se trouver du travail dans le baseball affilié. Ils ont jugé opportun de l'envoyer dans une ligue d'hiver en Australie. C'est un gars qui aime la vie, qui aime triper aussi, puis voir le monde. Donc, c'était parfait qu'il se dirige par là, qu'il est allé en Australie vivre cette expérience-là. Il a eu la chance d'avoir. Je pense qu'il commençait à parler à quelques organisations, mais ça a finalement levé avec les Padres. Et puis, qui est une super organisation pour lui parce qu'ils ont fait beaucoup d'échanges. Donc, ils ont vidé la profondeur dans les ligues mineures. Donc, s'il fait bien, il pourrait potentiellement gravir les échelons assez rapidement. Donc, c'est un travail d'équipe un petit peu. Lui, il a fait ce qu'il avait à faire en dominant et en étant le meilleur lanceur de la Ligue Frontier l'an dernier. Maintenant, il a son opportunité. C'est à lui de continuer à faire ce qu'il peut faire. Et dans les dernières choses que j'ai le goût de discuter avec toi aujourd'hui, parce que naturellement, peut-être des choses qu'on rediscute d'autres sujets, on parlait de l'équipe Québec tout à l'heure. Dans le fond, si j'ai bien compris le principe, c'est au retour de la pandémie, quand le baseball a recommencé à prendre forme, vous avez formé les Aigles de Trois-Rivières et les Capitals de Québec, une seule équipe. Donc, ce qui veut dire, c'est deux équipes qui, techniquement, se portent compétition pendant une saison régulière, viennent ensemble et forment une équipe. Comment l'idée est venue de vouloir jumeler ces deux équipes-là ensemble? C'est arrivé très rapidement par survie, honnêtement. On s'était préparé toute l'année individuellement, séparément, à avoir une saison. Et puis, avec la pandémie, avec le fait qu'on recommençait à fermer tout, on a bien réalisé que ça allait être très difficile de jouer des matchs à la maison pour les équipes de traverser des douanes fréquemment. T'sais. Alors, à ce moment-là, on a essayé plusieurs. Quand je dis on, c'est Michel, entre autres. La Plante a essayé plusieurs idées, plusieurs trucs pour faire fonctionner le tout, pour être capable d'accueillir des gens au stade, pour être capable de traverser les douanes et tout ça. Puis, à un moment donné, on a eu tard en avril la nouvelle que ça ne marcherait pas. La Ligue commençait à parler d'avoir une équipe itinérante parce qu'il n'y avait pas assez d'équipes. Puis nous, fâchés d'avoir tout fait ça, organiser des saisons, puis qu'on n'aurait pas de baseball pour une deuxième année consécutive, sachant également que c'est dangereux. Là. Au baseball professionnel, là, on a un bon marché à Québec, ça va bien, mais t'enlèves quelque chose loin des yeux, loin du cœur, 2 ans, ça se peut que ça soit recommencé là, l'année d'après. Fait on avait tout ça en tête. Puis là, Michel, avec tous ses plans, toutes ses idées, on a essayé de se glisser là-dedans pour qu'on devienne une équipe itinérante aux yeux de la Ligue, en gardant la promesse que le jour où on peut accueillir les équipes, on n'est plus une équipe itinérante, on est une équipe à domicile. Donc là, les équipes viennent jouer contre nous, on peut revenir à la maison et tout ça. Donc, il ne peut y avoir qu'une seule équipe itinérante. On est proche, évidemment, de Trois-Rivières. On a notre propriétaire principal est aussi minoritaire à Trois-Rivières et tout ça, donc il y a un lien là. Puis on a besoin des Aigles pour fonctionner, pour survivre dans la Ligue, puis ça prend des équipes proches et tout ça. Donc voilà. Donc on s'est parlé, on a développé quelque chose ensemble, puis ça a paru la bonne idée de faire équipe, tout le monde ensemble cette année-là, puis de vivre cette expérience-là, tout le monde ensemble, avec les risques que ça l'amenait. Et puis, c'est ça, on a une année, première année dans la Frontier League, qui est une année incroyable. On a surpassé des attentes. On a même fait les séries, encore une fois, contre toute attente. J'ai extrêmement apprécié l'expérience avec les gens de Trois-Rivières, les dirigeants de Trois-Rivières, que j'avais appris à détester au fil des ans, mais que la relation a changé, évidemment, en travaillant avec eux dans un même but. Et pour créer l'équipe, est-ce que vous avez dû faire un camp d'entraînement ou vous avez juste Trois-Rivières a sélectionné une liste de gens et les Capitals ont sélectionné une liste de gens et vous avez mixé ça ensemble? Bien honnêtement, pour embarquer dans l'expérience, je suis embarqué en étant le coach en chef puis le gars qui allait décider de côté opération baseball. C'est avec cette confiance-là que les deux organisations m'ont offert ce boulot-là. Donc, je suis assez intelligent pour comprendre que ça prend des membres des deux formations.
Les membres de Trois-Rivières, c'était les Canadiens. C'était pas les autres, les Américains, les autres membres de l'organisation ne faisaient pas partie de ce puzzle-là. Donc, j'ai ramassé tous les Québécois, les Canadiens, les Aigles, tous les miens. On a gardé quand même les Américains qui étaient sur mon roster original pour faire la meilleure équipe possible pour essayer de performer quand même. Fait que on a eu plusieurs bons joueurs qui ont participé des deux organisations. Puis la beauté de tout ça, c'est que dès jour 1, on a vraiment fait attention, puis on a vraiment fait un effort pour qu'il n'y ait aucun joueur des Aigles là, aucun joueur des Capitales, mais que ce soit plein de membres de l'équipe Québec qui travaillent ensemble pour une année tripante, une année historique, de mettre notre étampe sur la map Frontier. Et ça, dans le fond, cette première année-là, dans une nouvelle ligue, quand on était à la Can-Am avant et la Frontier cette année-là, qu'est-ce qui a causé? Est-ce que la pandémie a joué un jeu ou c'était déjà décidé avant que la pandémie se produise que prochainement, on allait intégrer la Ligue Frontier? Non, c'est ça. Ça avait tout été fait juste avant la pandémie. Fait qu'on était tous très excités. Les gens avaient travaillé très fort. C'est une très, très grande nouvelle pour les Capitales de rejoindre la Frontier. Tu sais, passer d'une ligue à 6 équipes depuis des années. Il y avait un essoufflement, là, autant pour les partisans que pour les joueurs, pour nous, de tout le temps avoir les mêmes 3-4 équipes qui venaient au stade. Tu sais. Fait que, soudainement, au niveau de rejoindre une équipe à 16 équipes qui amène un rayonnement pour la ville très, très différent, qui amène un spectacle beaucoup plus plaisant pour les partisans, des histoires, des organisations, des équipes différentes qui viennent à chaque week-end. C'était très gros pour nous, pour tout le monde, pour la survie des Capitales. Fait on avait, pas moi, mais on avait travaillé très fort pour que ça fonctionne, pour que la fusion des deux ligues se fasse. Donc, l'excitation était à son maximal, à son maximum, arrivé en 2019-2020. Puis là, la pandémie frappe, puis tous nos beaux rêves se mettent sur pause. Fait que ça a été tough. Fait que c'est pour ça que 2021, quand on a vu que ça allait probablement pas arriver, qu'on n'aurait plus de saison, ça a été très dur à digérer pour tout le monde. Et moi, j'ai comme pas mal deux dernières questions là, qui vont pouvoir pas mal résumer notre 1h30 maintenant, presque de discussion. Premièrement, qu'est-ce qui s'en vient pour les Capitals pour la saison 2023? Et surtout, qu'est-ce qui s'en vient dans le futur pour Pat Scalabrini? Oui, la saison s'amorce. On est là pour les Capitals cette année. Notre camp en fait, je quitte en fin de semaine, je m'en vais à Saint-Louis, là, à Gateway, pour un meeting de ligue, pour les dirigeants de la ligue et tout ça, suivi du gros camp d'essai de la ligue. Là, il y a un repêchage et tout ça. On ramène 2 joueurs par équipe de ce camp-là. À mon retour la semaine prochaine, le tout va s'amorcer. Les joueurs commencent à arriver de partout. Et le camp d'entraînement officiellement s'amorce le 1er mai où tous les gars seront ici, puis là, on part tout ça. Et la saison commence le 12 mai dans la Frontier League pour les Capitales. On va essayer d'aller défendre notre titre de champion défendant de la Ligue Frontier. Voilà, donc c'est un moment excitant pour nous à chaque année là, de voir que tout le travail qui a été fait pendant la saison morte, tous les gars que j'ai signés, voir de quoi on a l'air et tout ça. Je suis assez confiant, j'aime beaucoup l'équipe qu'on a signée. Il manque toujours quelques pièces que tu aimerais améliorer, mais somme toute, je suis assez content de ce qu'on a. Et pour ce qui est de... Ouais. Vas-y. Qu'est-ce qui s'en vient pour Pat Scalabrini dans les prochaines années? Est-ce qu'on pourrait rêver peut-être à ce qu'il devienne recruteur? Qu'est-ce qui pourrait arriver là, dans les prochaines années? Bien, je commence un peu à me questionner un petit peu plus sur qu'est-ce qui va arriver dans le futur. J'adore ce que je fais, surtout avec le move vers la Frontier. Je suis toujours aussi passionné. Je n'ai jamais vraiment l'impression de travailler encore. Fait que tout ça, c'est un bon signe. Puis, d'avoir joint la Ligue, de gagner le championnat l'année passée, ça redonne de l'énergie un petit peu. Je suis installé à Québec. J'adore la ville. J'adore... mon travail. J'ai carte blanche avec les Capitales, c'est moi qui décide de tout ce qui est opération baseball, c'est moi qui signe les joueurs, qui gère tout ça. Fait que j'adore ce que je fais, puis je sais que peu importe un autre travail que j'aurais dans le monde du baseball professionnel, j'aurais probablement pas un aussi beau rôle. Donc, il y a ça qui reste dans ma tête. J'ai aussi 2 jeunes enfants. J'ai le désir de rester à la maison avec ma blonde, avec mes enfants un peu plus pour les voir grandir à court terme. Fait que je
te dis pas que dans quelques années, si j'ai un appel du baseball affilié, s'il y a quelque chose, lorsque mes enfants seront un peu plus grands, puis j'aurai peut-être la bénédiction d'y aller, de le faire de ma blonde, ben, peut-être que peut-être que j'aimerais vivre ce trip-là que j'ai vécu comme joueur, d'essayer de gravir les échelons puis de me rendre dans les ligues majeures. Peut-être que je pourrais l'essayer comme coach à un certain moment donné. Mais je sais pas. Comme toujours, comme depuis que je suis flow, je vais faire confiance à la vie. Je vais me donner à fond dans ce que je fais, puis avec la passion que j'ai. Puis je suis convaincu que de belles choses vont arriver. Puis si j'ai resté à Québec toute ma vie dans ce rôle-là ou un rôle différent avec les capitales, ben il y a des bien pires choses dans la vie. Ben, merci beaucoup, Patrick Scalabrini, d'être venu te prêter au jeu du Monticule. Définitivement, cet été, là, je vais monter à Québec, venir voir les Capitales jouer avec plaisir. Je vais faire vivre ça à ma copine là, qui découvre là, dans les dernières années avec moi là, le monde du baseball, parce que je pense que c'est tout le temps une expérience d'aller vivre une partie de baseball au stade municipal à Québec. Pour les gens qui veulent suivre les Capitales de Québec, c'est au Stade municipal à Québec, sur les capitaledequebec.com. Vous allez pouvoir suivre toute l'évolution des Capitales à travers la saison 2023. Pour les gens qui ne connaissent pas le Monticule, c'est sur Facebook, Instagram, TikTok, Spotify, Apple Podcasts. On est partout. Venez découvrir l'histoire de Patrick Scalabrini qui est très intéressante et au plaisir de rediscuter avec toi prochainement de baseball dans les prochaines semaines, tout dépendamment de ce qui peut arriver avec les Capitales pendant l'été 2023. Et on se voit bientôt pour un autre épisode du Monticule.